D'abord, quelques images pour vous présenter ce raid GECO, expédition dans le grand sud algérien, où nous verrons successivement les trois massifs, le massif de Tassili, puis ensuite le Tadrart, et pour finir, nous serons sur le Ténéré. Ces quelques images pour vous mettre un petit peu en appétit et vous donner une idée du décor avant d'enchaîner sur les images de la GoPro, un peu toujours les mêmes, mais on va essayer de faire à peu près court et de vous donner vraiment une idée de ce fantastique roulage à travers ces trois déserts où, en passant d'un oued à l'autre, on a des décors tout à fait différents les uns des autres. La roche change de couleur, le sable change de couleur, par endroits il y a du fèche-fèche, mais aussi d'immenses plaines dans ces oueds, à travers ces oueds hyper roulants où on a une circulation extrêmement fluide et fantastique pour les yeux. Dans ce décor magnifique, nous trouverons relativement peu de traces. En tous les cas, nous ferons 16 bivouacs et dans ces 16 bivouacs, au cours de ces 16 bivouacs, nous ne rencontrerons à aucun moment d'autres 4x4 que ceux de locaux qui étaient plus à la recherche de leurs troupeaux ou au travail carrément pour rejoindre des points notamment des points d'eau, aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà un peu, tout ceci se déroule non loin des frontières fermées de la Libye et du Niger, dans un endroit où l'Algérie recommence à délivrer des visas après avoir maintenu toute cette région-là fermée après l'attentat et l'attaque d'Al-Qaïda sur une base de vie à Inamessam. D'ailleurs, par ailleurs, la descente depuis la frontière tunisienne se fait sous escorte de gendarmerie. Ces escortes sont relevées à chaque changement de wilaya. C'est un petit peu des fois pénible parce que bien entendu la nouvelle escorte n'est pas toujours absolument précise au rendez-vous, et dans ce cas il faut patienter parce qu'au prochain checkpoint on ne manquerait pas d'être arrêté. On trouve à la sortie de ces oueds et au passage de l'un dans l'autre souvent la présence de l'armée. L'Algérie a longtemps pratiqué une politique de non, oui, non, tu n'as pas le droit de passer, oui, si tu donnes quelques dirhams, mon ami. J'aurais ainsi pas vu les trafics auxquels tu te livres, cigarettes, carburant, voire même passage de clandestins. Aujourd'hui, l'Algérie a opté pour le non-non. La frontière, quoi qu'il arrive, est tenue et bien tenue. Elle est par ailleurs complètement surveillée, puisque l'Algérie s'est équipée et a été l'un des premiers acheteurs l'année dernière en drones de surveillance et en drones d'attaque. Et maintenant, là, il est vrai qu'ils ne se contentent plus de patrouiller. Compte tenu de l'immensité, ce serait bien difficile, mais ils ont assez facilement une vue sur ce qui peut se passer. Ils peuvent changer également pour aller surveiller l'oued d'à côté. Voici, tout ceci nous a montré que, contrairement à l'idée couramment répandue, la zone est assez sécure. Il ne faut pas faire, bien entendu, n'importe quoi, et il est aussi préférable de se mettre dans des bivouacs qui soient à peu près discrets. Les étendues sont telles, les endroits sont si magnifiques qu'on n'a vraiment pas de mal à se trouver un endroit de rêve pour y passer la nuit.
Ceci étant, au cours du mois de février, l'un des problèmes, c'est l'amplitude de température, puisque si on était fréquemment entre 25 et 30 degrés à midi, le matin, on avait souvent droit à la jeûnée matinale. Et le premier jour, j'ai bien cru que ma pompe avait rendu l'âme ma pompe pour le circuit d'eau, avant de m'apercevoir qu'il n'en était absolument rien, mais qu'il s'agissait tout simplement du froid qui avait fait geler mes canalisations de la douchette. Voilà, en tous les cas, tout ceci a été une fantastique aventure avec un groupe dont les véhicules étaient assez homogènes, les participants tous aussi sympathiques les uns que les autres. Et le système GECO du bivouac, sur le principe invitant-invité, donne beaucoup de convivialité à ce type d'aventure, où il faut malgré tout enchaîner les journées qui sont longues, puisque le matin, le réveil est entre 6h30 et 7h, pour un départ au plus tard à 8h, et on s'arrête le soir, guère avant 17h, après une pause pour le repas du midi, chacun un petit peu dans son coin à grignoter, et fait en 40 minutes pétantes et pas une de plus lorsqu'on a trouvé un coin d'ombre pour se restaurer. Et pour ce qui me concerne, c'était l'heure à laquelle j'en profitais pour faire un petit lavage, rinçage des dents et compagnie, c'est bien meilleur que le matin où et on était souvent en dessous la rosée. Voilà, notre guide Ali a été excellent tout au long de ce périple. Nous l'avons beaucoup apprécié, toutes les nombreuses découvertes qu'il nous a fait faire, avec de la poterie, avec des peintures rupestres, avec des gravelures, avec aussi des gueltas magnifiques où on se faufile entre les rochers pour rejoindre un point d'eau. Tout ceci nous fait que le souvenir de ce raid a quelque chose d'exceptionnel, et pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié l'absence pratiquement de traces et le sentiment d'être dans un vrai raid que l'on a terminé sur l'extrémité du Ténéré, puisque la partie principale se trouve au Niger. Nous avons fini la partie algérienne du Ténéré, mais en se donnant un petit deal assez sympa sur plus d'une centaine de kilomètres, en fonctionnant au cap et en mettant un certain écart entre nous, ce qui a permis un peu de creuser les écarts en vitesse, mais aussi à l'arrivée pour rejoindre le point qui devait être celui de notre rassemblement, où l'un des véhicules s'en est trouvé bien éloigné après quelques erreurs de navigation et correction pas trop bien senties au cours des passages où il faut changer un petit peu de rythme et de direction en évitant certaines choses. Après, il faut reprendre le bon cap pour se trouver à destination au bout du compte. Voilà. Malgré ma volonté de faire court, je résiste pas au plaisir de partager avec vous encore ces images de roulage où on voit que chacun s'en donne à cœur joie, part sur la droite, part sur la gauche, s'engaillardit sur les dunes selon la puissance et la vélocité et les capacités de son engin. Je dois dire que si j'avais connu quelques problèmes avec mon Hilux, où j'avais trouvé le moyen dans le premier voyage au Maroc de plier son pont arrière, ce qui n'est pas quelque chose de bien simple, là par contre il a donné toute la mesure de ses capacités. Chaque jour il faut aussi savoir que Manu, notre guide, qui est un instructeur 4x4 chevronné dans le sable, nous faisait très plaisir en nous donnant des conseils que l'on s'efforçait, tels des nuls, de suivre plus ou moins consciencieusement, mais il est évident que tout au long de ce voyage, et grâce à lui,
On a énormément appris dans le maniement de nos engins, dans le franchissement des cordons, dans la capacité à affronter des rompants toujours un peu plus pentus, et où à chaque fois il faut garder la vitesse suffisante pour se retrouver pendu par les roues arrière après que le capot est dû basculer dans le bac à sable bien mou, et ensuite bien garder son véhicule en ligne dans les descentes pour éviter toute mauvaise surprise. Voilà, et là, regardez, sur ce dernier passage, on voit à quel point, hormis les quelques traces de mes collègues qui me précèdent, de mes compagnons de randonnée qui me précèdent, eh bien, j'ai devant moi absolument aucune marque, ni quoi que ce soit, mais quel sentiment. Et avec la nuit tombante ou le soleil descendant, comme vous le voyez là, les ombres portées sont absolument magnifiques. Et vous verrez à suivre que ça donne aussi, malgré ma GoPro maintenant trop ancienne et qui demande une remplaçante, ça demande des contre-jours. Ça donne des contre-jours qui sont aussi bien sympathiques. Voilà, vous voyez, hop, et le véhicule de devant qui bascule. Où est-il passé? Qu'est-ce qui m'attend? Non, c'est bien rond. C'est pas si difficile que ça. Et hop, c'est reparti. On n'a plus qu'à remettre le pied dans le coin et de se situer par rapport au vent et par rapport à la poussière pour conserver quelques images de l'arrière des raiders qui sont devant moi. Voilà, il me reste encore à dire un mot sur la qualité de la conduite de Manu dans toutes ces 16 jours à travers le désert. Il a trouvé le bon rythme, il a su écouter, entendre, observer les moments un petit peu plus de mou de certains qui d'un seul coup disaient ah ben non, je préfère faire le contournement. Après, et encore faut-il les retrouver, mais où sont-ils passés? Voilà, c'était très très bien fait, très bien conduit. Il faut trouver le bon dosage entre quelque chose qui doit être directif pour la sécurité de chacun, mais aussi laisser la liberté nécessaire pour s'arrêter, regarder, observer ces tombes pré-islamiques, faire un nombre de photos. Et malheureusement, dans tous ces reportages qui seront montés ensuite, eh bien, il faut faire des choix, faire des sacrifices et laisser beaucoup de choses. Mais ça, comme diront certains, ça nous appartient à nous, les participants. Et on ne partage pas tout avec tout le monde. Voilà, c'est le privilège de ceux qui ont fait. Et comme il est marqué sur mon camion Balou, just we do it. Ok. Un dernier passage sur quelque chose que tout le monde attendait, c'était le passage dans le Ténéré. Et là, je suis un peu dans les traces de mon ami Joseph, qui va en fait nous faire une belle petite surprise, parce que au passage d'une dunette, eh bien, il va décoller son HTJ 80 des 4 roues seulement, mais quand même ça fait quelque chose quand on le voit de l'arrière, même si dans les images ici c'est trop loin pour prendre la mesure de ce qu'il a réservé à sa coéquipière et copilote. Voilà, toute surprise de ce qui leur est arrivé. Bon, eh bien, il me reste à vous souhaiter à tous de partir aussi sur ces traces et de vivre comme nous de très belles aventures. À très bientôt. Au revoir.